oui, quelques mots d'introduction pour vous dire pourquoi on a eu envie de vous proposer cette conférence aujourd'hui. Notre entrée, c'est l'entrée des générations. Voilà, on entend beaucoup parler de génération Y, Z, génération Alpha, et beaucoup d'idées reçues qui circulent sur la relation des jeunes générations au travail. Et aussi la question de la proximité, de la collaboration entre des employés qui ont des âges différents, qui est vraiment cette question devenue un objet de gestion en entreprise et de recherche aussi, avec parfois de nombreuses injonctions à un management dit intergénérationnel. Donc ça nous a beaucoup questionné à la délégation à la modernisation de l'action publique et à la région, tout comme des managers qui nous ont questionnés sur le sujet. Et donc, sur le chemin de notre exploration, on a croisé l'Institut Montaigne et découvert l'étude dont Olivier Galland va vous parler, Les jeunes au travail, aspirations et désillusions des 16-30 ans, qu'on a souhaité vous faire découvrir. C'est une étude qui, pour nous, casse un peu les préjugés et qui nous invite à comprendre les attentes des jeunes au travail, pour essayer de mieux les prendre en compte et mieux les satisfaire dans nos quotidiens et dans nos vies d'équipe. L'étude, vous allez voir, elle met en exergue non pas les générations, mais plutôt des critères qui vont influencer la satisfaction au travail des jeunes. Orientation, niveau diplôme, etc. Et donc, Monsieur Galland, je vous laisse la parole et vous présenter. Et je vous remercie vivement pour la présentation de cette étude et pour contribuer à notre réflexion sur le sujet. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité à présenter les résultats de cette enquête. Donc, je m'appelle Olivier Galland, je suis sociologue, directeur de recherche émérite au CNRS, et j'ai, tout au long de ma carrière, beaucoup travaillé sur la question des jeunes. Nous avions une grande enquête sur les jeunes avec Marc Lazare, qui est prof à Sciences Po, sur les aspirations sociétales des jeunes. Et là, en 2024, on a donc conduit une deuxième enquête avec l'aide cette fois qui est un économiste et qui est à HEC, sur donc le rapport des jeunes au travail. Alors, et cette enquête, les résultats en tous les cas de ce rapport sont consultables sur le site de l'Institut Montaigne. Donc vous pouvez tout à fait le télécharger pour ceux qui sont intéressés. Bon, c'est assez volumineux, ça fait 150 pages, mais il y a une petite synthèse de quelques pages qui vous donne les principaux résultats. De toute façon, ces principaux résultats sont ceux que je vais vous présenter maintenant. Alors, on peut passer à la vue suivante pour vous donner quand même quelques infos sur l'enquête elle-même. Alors, vous voyez que c'est une enquête quand même assez conséquente. Donc, sur les 16-30 ans, parce qu'on voulait une tranche d'âge assez large, n'est-ce pas, pour voir si, au fond, il y avait des évolutions des attitudes des jeunes entre 16 et 30 ans, parce que maintenant, on a coutume de dire que la jeunesse, finalement, aujourd'hui, se finit plutôt vers 30 ans, alors qu'évidemment, il y a 40 ans, ça beaucoup plus tôt. Elle se finit vers 30 ans parce que, notamment, par exemple, c'est l'âge moyen auquel maintenant les femmes ont un premier enfant, vous voyez. Et ça, le premier enfant, c'est vraiment à la fin de la jeunesse, parce qu'on peut dire que c'est là qu'on entre dans des responsabilités irréversibles, et la présence d'enfants aussi change assez considérablement le mode de vie. Hein, on sort beaucoup moins, on se recentre sur le foyer et la famille. Bon, et puis il y a aussi le fait, dans cet allongement de la jeunesse, il y a aussi le fait que aujourd'hui, la stabilisation dans l'emploi est plus longue, évidemment beaucoup plus longue qu'elle ne l'était autrefois, puisqu'on sait que aujourd'hui, la grande majorité des jeunes ne commencent pas leur vie professionnelle par un CDI, mais plutôt par un CDD. Donc voilà, on avait donc un échantillon d'environ 6000 jeunes, avec un échantillon de scolaires et étudiants, de personnes qu'on a appelées des actifs précoces, c'est-à-dire des jeunes de 19 à 29 ans actifs,
Alors, actifs, ça veut dire en emploi ou à la recherche d'un emploi. Et enfin, des actifs avancés plus âgés de 25 à 30 ans. Bon, alors on peut passer à la vue suivante. Donc, les principaux résultats. Donc, voilà, d'abord, il y avait un certain nombre de questions un peu générales sur le rapport au travail des jeunes. Après, on verra qu'on entre plus dans le détail. Mais ces questions générales, quand même, elles sont assez intéressantes. Et elles montrent d'abord que les jeunes ont une approche plutôt pragmatique du travail. Puisque vous voyez, entre ces trois choix, est-ce que c'est d'abord un moyen de gagner sa vie? Est-ce que c'est plutôt un moyen de se réaliser personnellement ou plutôt un moyen d'être utile à la société? Eh bien, une majorité assez nette de jeunes choisissent l'item un moyen de gagner sa vie. Donc, d'abord quand même majoritairement une approche assez pragmatique du travail. Et c'est confirmé par une autre question plus précise. Alors, c'est une des questions majeures de l'enquête. On proposait aux jeunes une quinzaine de critères. Alors, on reviendra plus loin en détail sur les critères. Une quinzaine de critères pour définir ou apprécier la qualité d'un travail en général. Dans cette première question, on ne leur demandait pas de parler de leur travail en particulier, mais du travail en général. Et on leur demandait, en vous plaçant sur une échelle de 0 à 10, pour chacun de ces critères, dites-nous si pour vous il est important ou pas pour définir la qualité d'un travail. Et la rémunération vient en tête. Donc, ce n'est pas extrêmement surprenant, hein, bien sûr, parce que les jeunes commencent leur vie professionnelle avec des salaires qui, pour beaucoup d'entre eux, sont pas très élevés, souvent au SMIC. Et donc, voilà, pour devenir indépendant, avoir un logement à eux, quitter leurs parents, évidemment, ils ont besoin d'avoir un niveau de revenu, suffisant. Je note que sur ces critères de qualité du travail en général, l'intérêt du travail ne se situe qu'en 9e position. Voilà. Alors, on passe à la vue suivante, qui va nuancer un peu ce que je viens de dire, parce que cette vue montre que même s'ils ont une vision pragmatique du travail, pour autant, les jeunes ne rejettent pas du tout le travail. Et là, c'est un peu contraire à ce qu'on entend souvent dans les médias, dans la presse, de la part des hommes politiques, et parfois aussi de la part de certains managers peut-être. Ils ne rejettent pas le travail, et ces deux questions qui étaient posées dans l'enquête le montrent bien. D'abord, une question, on leur demandait entre ces trois choix de se positionner, soit travailler plus pour gagner plus, selon une célèbre formule, soit travailler autant qu'aujourd'hui, soit travailler moins, quitte à gagner moins. Eh bien, vous voyez qu'il y a une majorité relative qui dit vouloir travailler plus pour gagner plus et 32% travailler autant. Donc, il n'y a pas du tout, on voit bien que là-dessus, il n'y a pas du tout de rejet du travail. Alors, vous me direz que dire qu'on veut travailler plus pour gagner plus, c'est peut-être le gagner plus qui est plus important que le travailler plus, ou du moins l'un conditionne l'autre. C'est possible, mais ceci dit, il y a une autre question qui contredit un peu cette interprétation, puisque dans cette autre question, on leur demandait quelle serait leur position s'ils avaient suffisamment de revenus pour arrêter de travailler. Et là, de façon assez surprenante, on voit que 79% disent que même s'ils avaient des revenus qui leur permettraient d'arrêter de travailler, eh bien, ils continueraient de travailler. Alors certes, il y en a 40% qui le feraient en changeant de métier. Mais malgré tout, une très très nette majorité déclare qu'ils continueraient de travailler. Donc ça montre bien effectivement que le travail ne représente pas simplement un apport de revenus, qu'il contribue aussi pour une large part à se réaliser personnellement. Alors on peut passer à la vue suivante. Alors là, cette vue, si vous voulez, ce graphique, il montre ce qu'on a appelé l'indice de frustration
sur les différents critères, sur les 15 critères dont je parlais tout à l'heure. Alors cet indice de frustration, c'est quoi? Eh bien, comme je vous disais, dans la première partie du questionnaire, on interrogeait les jeunes sur est-ce que ces critères sont importants en se plaçant sur une échelle 0-10 pour apprécier la qualité d'un travail en général. Et dans un stade plus avancé du questionnaire, où l'on parle de leur propre travail, celui qu'ils occupent actuellement ou le dernier qu'ils ont occupé, bien on leur demande est-ce que ces critères s'appliquent au travail que vous occupez. Et donc, voilà, on calcule l'écart tout simplement entre la qualité du travail en général et la qualité du travail réellement occupé sur chacun de ces critères. En introduisant une petite pondération pour tenir compte du fait que les critères qui ont les notes les plus élevées sont plus importantes, évidemment. Donc on monte au carré et on fait la somme entre les résultats montés au carré. Alors voilà ce que ça donne. Alors, bon, la rémunération vient toujours en tête. Alors oui, d'abord, il faut que je dise que malgré tout, les 2/3 des jeunes ressentent des frustrations au travail, puisque pour les 2/3 d'entre eux, eh bien, il y a un écart entre leurs attentes et la réalité des emplois qu'ils occupent. Bon, alors c'est souvent des écarts assez faibles, hein, donc voilà. Donc c'est pas toujours des frustrations énormes, mais enfin, pour les 2/3 d'entre eux, il y a un écart. Alors, en relativisant un peu, parce qu'il y a une autre question qui montre, une question classique où on demande aux jeunes quel est leur niveau de satisfaction au travail, en se plaçant sur une échelle 0-10. Et là, on voit que cette satisfaction moyenne, elle est quand même assez élevée, parce qu'on voit qu'une majorité de jeunes, sur cette échelle 0-10 de satisfaction au travail, se placent soit en 7, soit au-delà de 7. Donc, vous voyez que la satisfaction au travail est plutôt décalée vers les notes assez élevées de satisfaction au travail. Alors, néanmoins, il y a effectivement des frustrations, et là, elles sont classées par ordre décroissant. Alors, la rémunération, elle vient toujours en tête, et c'est toujours assez logique. Ce qui est plus intéressant, c'est ce qui suit. Vous voyez, occuper un emploi sans stress, avoir un emploi qui permette un bon équilibre entre le temps de travail et le temps libre, avoir la possibilité d'avoir un emploi avec du télétravail, ou avoir un emploi qui offre une certaine autonomie dans la gestion de ses horaires de travail. Tout ceci regroupe un grand paquet qu'on pourrait appeler la qualité de vie au travail. Voilà. Les jeunes, ils sont d'abord sensibles à tous ces facteurs qui permettent d'avoir une bonne qualité de vie au travail. Alors, il y a notamment cette question du stress qui est très intéressante, qui est le second critère après la rémunération. Et ça renvoie à ce qu'on appelle dans la littérature les risques psychosociaux. Et ces risques psychosociaux, cette question du stress, c'est un véritable facteur de malaise, effectivement, semble-t-il, pour de nombreux jeunes actifs, alors qu'on voit que, par contraste, la question de la fatigue physique suscite un niveau beaucoup plus faible de frustration, puisqu'elle se situe, vous voyez, avoir un emploi pas trop fatigant physiquement, ça se situe en avant-dernière position et avec un écart, un indice de frustration très faible. Donc là, je trouve que c'est très intéressant parce que c'est vraiment le signe qu'on est en train de passer d'une société industrielle, du moins du point de vue des jeunes qui sont occupés dans l'emploi, donc de passer d'une société industrielle où cette question de la fatigue physique, de la force physique, de l'endurance physique était importante, à une société de service, et notamment de service à la personne, où le contact avec le public est très souvent dans ces métiers une source de stress. Et ça, c'est montré aussi, cette question du stress dans le contact avec le public, c'est quelque chose qui est documenté aussi dans des études de la DARES. Alors, un autre
point qui est notable. On demandait dans ces critères, il y en avait un qui était formulé ainsi: travailler dans une entreprise socialement responsable et attentive aux questions de l'environnement. Et vous voyez que ce critère-là arrive est presque en queue de peloton. Il est avec un indice de frustration assez faible. D'ailleurs, dans les attentes à l'égard du travail, il était aussi en queue de liste. Donc, et ça, évidemment, ça va un peu à l'encontre d'idées reçues sur lesquelles les jeunes ne voudraient travailler que dans des entreprises de ce type. Ce n'est pas du tout le cas. Alors, ça ne veut pas dire, attention, que les jeunes ne sont pas sensibles à ces questions, par exemple, de l'environnement. Bien sûr, ils le sont, et d'autres enquêtes le montrent, ils sont même très sensibles, mais on va dire que ce n'est pas, en tous les cas, ce n'est pas le premier critère, loin de là, qui va leur faire choisir un travail et s'y sentir bien. C'est plutôt, encore une fois, la question de la qualité de vie au travail. Alors, on peut passer à la vue suivante. Alors là, dans cette vue, on a créé, si vous voulez, un critère synthétique, un indice de frustration synthétique sur tous les critères regroupés, et on a essayé de voir, eh bien, selon le niveau de diplôme des jeunes, quels étaient les jeunes, selon leur niveau de diplôme, qui ressentaient de fortes frustrations, donc ce sont ceux à droite du graphique, ou au contraire, de faibles frustrations. Alors, il y a 3 types de diplômés qui ressentent de fortes frustrations. C'est d'abord les jeunes qui ont fait des études professionnelles dans, par exemple, un CEP ou un bac pro, dans des métiers du service, justement. Les jeunes qui ont fait des études universitaires au niveau licence ou master en lettres et SHS, et enfin des jeunes qui ont fait des études des études supérieures dans le domaine de la santé. Voilà. Ces 3 groupes-là ressentent alors, vous voyez que c'est assez hétérogène. Eh bien, les jeunes qui ont fait des études professionnelles dans le domaine du service, ça renvoie à ce que j'ai dit précédemment, puisque précisément, ces jeunes-là, on me demande que signifie SHS, sciences de l'homme et de la société. Voilà. C'est des jeunes qui vont faire des études, par exemple, de sociologie, de psychologie, d'anthropologie, voilà, dans ces domaines. Donc, les jeunes qui ont fait des études professionnelles dans le domaine du service, évidemment, ils vont plutôt travailler dans ces métiers de service, et donc c'est logique, puisque la question du contact avec le public est certainement une source de stress. C'est assez, par exemple, des professeurs, ou par exemple, non, ce ne sera pas des professeurs pour des bacs pro service, ce sera plutôt des employés qui s'occupent, par exemple, qui vont s'occuper de personnes âgées ou de la petite enfance, voilà, ou des jeunes qui sont en contact avec le public pour des métiers dans la banque, voilà, ce type de métier. Et peut-être effectivement que le public aujourd'hui est plus exigeant, parfois plus agressif, et ça secrète beaucoup de stress. Alors pour les lettres et SHS, c'est très différent. Et ça fait contraste, vous voyez, avec les étudiants qui ont fait des études de sciences, vous voyez, qui sont tout en bas du graphique, qui eux, au contraire, ont un niveau de frustration extrêmement faible. Et donc, il y a un contraste tout à fait frappant entre les étudiants littéraires et sciences sociales et les étudiants scientifiques. Les étudiants littéraires et sciences sociales, ils sont très frustrés. Alors, pourquoi le sont-ils ? D'abord parce qu'ils ont, je ne l'ai pas montré au départ, mais ils ont un niveau d'aspiration au travail, enfin d'exigence à l'égard du travail très élevé. Et malheureusement, ces jeunes-là, qui sont aujourd'hui les jeunes les plus nombreux à poursuivre des études supérieures, lettres et SHS, ce sont les filières qui attirent le plus d'étudiants, et peut-être trop, parce que effectivement, de fait, souvent ces jeunes-là sont déclassés ensuite un peu dans les emplois qu'ils occupent. Donc, ils ont un niveau d'exigence très élevé, souvent ils sont un peu déclassés,
Et donc, ça explique probablement leur niveau de frustration très élevé. Donc, on pourrait leur conseiller aux futurs étudiants peut-être de choisir plus les sciences que les lettres et SHS. Quant à la santé, bon, bah là, ça s'explique peut-être plutôt par le métier lui-même, hein, qui est un métier difficile et voilà, qui génère aussi sûrement beaucoup de stress. Par contre, vous voyez que les jeunes qui ont fait un BTS ou un DUT, donc des études plus professionnelles, des études supérieures plus professionnelles, ont un niveau de frustration moins élevé. Alors, on peut passer à la vue suivante. Ce qui est frappant aussi, et ça c'est un des résultats importants de notre étude, c'est que ce niveau de frustration est également systématiquement plus élevé pour les jeunes femmes que pour les jeunes hommes. Alors notamment, vous le voyez, en matière de rémunération, de stress au travail, d'équilibre entre le temps de travail et le temps libre, et de reconnaissance au travail, sur tous ces critères, mais en gros, c'est un peu sur tous les critères, les jeunes femmes sont alors elles sont à la fois plus exigeantes et plus frustrées que les jeunes hommes. Et ça d'ailleurs, c'est un peu, si vous voulez, un résultat dans sciences sociales un peu général. On voit se creuser ce qu'on pourrait appeler le gender gap, donc le clivage entre les genres et les sexes. Les jeunes femmes aujourd'hui sont plus exigeantes, sont plus contestataires sur bien des aspects. Et donc, voilà. Et donc, il y a un peu un écart qui est en train de se creuser entre les jeunes garçons et les jeunes femmes. Et c'est également le cas. Alors, est-ce une frustration après ou avant avoir eu un enfant ? Je pense que c'est pas lié, enfin on l'a vérifié, c'est pas lié spécialement aux enfants, c'est pas lié spécialement aux enfants, c'est quelque chose de plus profond, c'est lié plutôt quand même, plutôt au type d'emploi qu'occupent les jeunes femmes, puisque précisément ces jeunes femmes travaillent très souvent hein, dans les services, dans l'enseignement, dans les métiers de la santé, dans les métiers du social. Elles sont très présentes dans tous ces métiers, qui sont des métiers, effectivement, qui peuvent générer beaucoup de stress. Donc ça, c'est une explication, en plus de l'explication plus générale sur l'évolution un peu générale des attitudes des jeunes femmes. On peut passer à la vue suivante. Alors, on avait aussi interrogé les jeunes dans une dernière partie du questionnaire sur leur rapport au management. Alors, il y a un premier résultat qui nous a, je dois dire, un peu surpris et qui montre qu'il n'y a pas de contestation forte de l'autorité hiérarchique dans l'entreprise. Là, contrairement aussi à ce qu'on entend souvent, hein, les jeunes sont des rebelles, ils ne respectent plus l'autorité, etc., etc. Eh bien, notre enquête ne confirme pas cela, bien au contraire, puisqu'on leur demandait de choisir entre 3 options sur le fait de suivre ou non les instructions données par des supérieurs au travail. Bien, vous voyez que 42% disent qu'ils suivraient ces instructions des responsables hiérarchiques en toutes circonstances, donc voilà, sans discuter. 48% qu'ils les suivraient s'ils étaient convaincus, et seulement 10% qui disent ne se fier qu'à leur propre jugement. Donc, véritablement, ça bat en brèche cette idée, cette image d'une jeunesse qui serait foncièrement rétive aux règles. Alors, quant à la satisfaction à l'égard du management, en réalité, elle est quand même assez bonne. Là aussi, peut-être contrairement à ce qu'on entend parfois,
Alors, on leur demandait voilà, de se positionner par rapport à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 items, en leur demandant si l'entreprise dans laquelle ils travaillent, alors d'abord leur fait confiance. 84% disent oui, dont, alors là c'est beaucoup plus faible, dont 35% oui tout à fait. Vous responsabilise, 78% de oui, 29% de oui tout à fait. Vous aide à progresser, 69, 24. Reconnaît votre travail, 66, 23. Est attentive à votre bien-être, 66, 23. Vous propose des formations, 65, 25. Et enfin, ne vous surcharge pas de trop de travail, 64, 21. Donc, il y a malgré tout, vous voyez, une satisfaction assez bonne à l'égard de l'entreprise et du management, même si un tiers sont critiques sur l'attention qui est portée au bien-être au travail, dont on a vu qu'il était très important, et également sur la reconnaissance du travail, qui sont deux facteurs très, très corrélés entre eux. Donc, voilà, ça veut dire que la demande de reconnaissance, d'écoute et d'accompagnement, eh bien, doit être satisfaite parce qu'elle est un facteur d'épanouissement au travail. Alors, on peut passer à la dernière vue, qui résume un peu les résultats. Là, voilà. Donc, en conclusion, on l'a vu, les jeunes ne rejettent pas le travail, mais ça, c'est évidemment très important. Ils ne veulent pas sacrifier leur vie personnelle au travail. Et là, peut-être qu'on a effectivement une évolution par rapport à d'anciennes générations pour qui le travail était quelque chose d'absolument sacré et qui étaient prêts peut-être à sacrifier au moins une partie de leur vie personnelle au travail. Et qui aussi, ces anciennes générations étaient dans un système de rapport entre les sexes qui était tout à fait différent, puisque pour une partie d'entre elles, ces anciennes générations, les femmes ne travaillaient pas et pouvaient donc, et se consacraient donc au foyer, aux enfants, aux tâches domestiques, ce qui faisait que les hommes qui vivaient dans des couples de ce type pouvaient se consacrer totalement à leur travail puisqu'ils étaient déchargés de ces tâches. Évidemment, ça n'existe pour ainsi dire plus. Les jeunes femmes veulent autant se réaliser dans le travail que les hommes. Donc il y a maintenant évidemment cette question du partage des tâches domestiques, de l'éducation des enfants, etc., qui fait que, et les hommes adhèrent, hein, d'autres enquêtes le montrent, des enquêtes sur les valeurs montrent que les hommes adhèrent à cet idéal égalitaire, même si il est loin encore d'avoir été réalisé dans les faits, mais quand même, ils y adhèrent et ils commencent à le mettre en œuvre. Et donc, voilà, ça, c'est un facteur aussi qui fait que, eh bien, on doit préserver quand même sa vie personnelle. Et puis, deuxième point qui est lié, évidemment, ces jeunes sont très sensibles à la qualité de vie au travail et ils supportent mal les types d'emploi et les situations de travail qui génèrent du stress. Et puis, on l'a vu, les jeunes femmes et les salariés formés au métier de service, eh bien, sont ceux, évidemment, qui sont plus sensibles à ces frustrations. Et bon, en moyenne, on peut dire que la qualité du aux attentes des jeunes, mais ne le fait qu'imparfaitement et qu'il y a certainement encore des progrès à faire sur notamment cette question de qualité de vie au travail et de bien-être au travail. Voilà, j'ai terminé et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions ou à vos remarques. Merci beaucoup, Monsieur Galland. Il y a quelques questions déjà. Alors, j'ai tenté de cadrer un peu les participants et participantes. Vous pouvez poser vos questions, bien sûr, sur l'onglet questions-réponses. On va commencer par celle-ci. Et vous pouvez, si besoin, si vous sentez que c'est important, lever la main et je vous donnerai aussi la parole pour activer votre micro et votre caméra si vous voulez poser une question directement à l'oral, notamment comme Nicolas Guérin tout à l'heure.
Alors, on va commencer par les questions que je vous relaye, qui sont dans l'onglet questions-réponses. La première, donc, qui vient du laboratoire 70, donc, qui dit « Je suis étonné que l'intérêt du travail ne soit pas un facteur de frustration. Est-ce parce que les jeunes interrogés trouvent leur travail intéressant ou n'est-ce pas un critère important pour eux ?» Alors, l'intérêt du travail, si, il génère des frustrations. Alors, on peut revenir au vu sur les indices de frustration. Voilà, il y a quand même un niveau de frustration, mais ce n'est pas effectivement, ça nous a un peu surpris, effectivement. Ce n'est pas le critère le plus important, enfin, le plus notable. Ce n'est pas celui sur lequel, en tous les cas, on enregistre le niveau de frustration le plus élevé. Alors, est-ce que c'est parce que les jeunes sont satisfaits de leur travail du point de vue de son intérêt? Sans doute en partie. Sans doute en partie. Il y a aussi le fait, si vous voulez, qui est très important, qu'il faut bien avoir en tête, c'est que le niveau des attentes des jeunes à l'égard du travail est d'autant plus élevé que leur niveau de diplôme est élevé. Donc, et c'est tout à fait frappant de voir que les jeunes qui ont un niveau d'études très bas, finalement, ont des attentes également très basses. Et ça me fait penser aux travaux du sociologue Romain Boudon qui travaillait sur ces questions et qui montrait bien cela. C'est véritablement, si vous voulez, les études et le niveau d'études qui façonnent en quelque sorte les aspirations au travail. Et donc, cela fait en sorte que les jeunes, qu'une partie des jeunes, en tous les cas, qui ont les moins bons emplois et les emplois les moins intéressants, en fait, ils ne sont pas tellement frustrés, ou même pas frustrés de tout, parce qu'ils ont des attentes très basses. Ils attendent très peu du travail. Et donc, ils ne sont pas frustrés à partir du moment où ils ont un travail, un salaire, même si le travail n'est pas très intéressant, finalement, ils sont contents. Il y a, et ça c'est assez frappant dans les résultats de cette enquête, il y a une forme chez une partie des jeunes, une forme, si vous voulez, de résignation, voyez, ou de fatalisme, une forme de fatalisme, une partie des jeunes, et finalement, bien souvent, si vous voulez, les plus frustrés, c'est les plus diplômés. Alors, le cas typique, effectivement, c'est les littéraires et les sciences sociales, parce qu'eux, ils ont des attentes très élevées, vous voyez, mais ils occupent des emplois qui ne correspondent pas à leurs attentes. D'accord, merci. Autre question de Nicolas Perrin. Donc, dispose-t-on d'une image de référence, par exemple, il y a 5 ans, 10 ans ou 20 ans, pour identifier les tendances d'évolution de la relation au travail chez les jeunes? Difficile de répondre à cette question parce qu'il n'y a pas, si vous voulez, si on est rigoureux, il faudrait disposer du même type d'études, des mêmes questions, du même type d'échantillon, etc. Donc, c'est difficile de répondre précisément à la question. Mais je peux répondre de manière un peu générale, parce que j'ai, il y a 1 an ou 2, fait un travail pour Sciences Po sur l'évolution des attitudes à l'égard du travail, alors en général, pas simplement les jeunes, à partir d'enquêtes très intéressantes qui sont répétées dans le temps, en Europe d'ailleurs, dans l'ensemble de l'Europe, qui s'appellent les enquêtes valeurs, la European Value Survey. Et là, et au fond, ce qui ressort de ces enquêtes qui ont débuté en 1981, et qui ont été répétées tous les 9 ans avec des mêmes jeux de questions, ce qui ressort de ça, c'est qu'en réalité, il n'y a pas énormément d'évolution des attitudes à l'heure du travail. Ça reste stable. En gros, ça reste stable. Donc, non, il n'y a pas, si vous voulez, de baisse, comme on l'entend souvent, ou même d'effondrement
de la valeur travail. Ça reste une valeur très, très importante, même si évidemment ça évolue. Comme je vous dis, les jeunes aujourd'hui ne sont plus prêts, probablement, sont moins prêts que leurs devanciers à considérer que le travail doit passer avant tout et avant la vie personnelle. Merci beaucoup. Prochaine question d'Alice. Qui me dit donc, on a vu qu'il y avait une différence de frustration entre les hommes et les femmes, les jeunes femmes et les jeunes hommes, pardon. Est-ce qu'elle est également plus présente chez les jeunes femmes à métier équivalent avec les hommes? Et y a-t-il un lien avec les discriminations encore présentes en milieu professionnel, moins de reconnaissance, tâches ingrates, salaires moins élevés? Alors, oui, je pense qu'elle est effectivement aussi présente chez les jeunes femmes qui occupent les mêmes emplois que les hommes. Alors, sur la seconde partie de sa question, là, je ne peux pas répondre. Il faudrait vraiment faire des investigations plus poussées pour pouvoir y répondre. Et je ne veux pas dire de bêtises, donc je ne peux pas répondre. Ce qui est sûr, c'est que les femmes, les jeunes femmes, alors on a posé des questions, quand même pour donner une petite idée, on a posé des questions sur le harcèlement au travail. Alors j'essaie de retrouver le résultat. Oui, voilà. Avez-vous été déjà victime, personnellement victime dans vos expériences professionnelles de harcèlement moral ou de harcèlement sexuel? Alors, harcèlement moral, 27% des jeunes disent oui. Donc, vous voyez, c'est très important. Et harcèlement sexuel, 9%. Alors, malheureusement, je n'ai pas le détail par sexe. Je pourrais le donner ultérieurement. Mais sur le harcèlement sexuel, évidemment, je me souviens du résultat, c'est beaucoup plus pour les femmes, évidemment, ça va de soi. Hein. Donc ça, oui, effectivement, ça peut certainement avoir un impact sur la frustration et l'insatisfaction des jeunes femmes. Merci beaucoup pour ces informations. Une question de Jessica, alors, qui nous pose la question suivante. Sur quel bassin géographique avez-vous mené l'étude? Alors, l'étude a été menée sur Internet, à distance. Est-ce que vous avez peut-être des chiffres qui vous montrent que les répondants, on va dire, étaient plus localisés sur tel ou tel endroit de la France ou pas du tout? Alors, c'est un échantillon représentatif. Donc, il y a toutes les strates du territoire sont représentées. Vous voyez, donc ces jeunes, donc vous voyez, on fait dans ces cas-là un échantillon par quota, par strate, et donc toutes les strates du territoire sont représentées, et ensuite on a des critères de quota, sexe, âge, origine sociale, situation professionnelle, etc. D'accord, merci beaucoup. Une question de Myriam. Qui peut-être pas, la réponse n'est peut-être pas dans l'étude en question, mais les jeunes sont-ils attachés à exercer dans une seule et même entreprise au cours de leur carrière, ou bien ont-ils tendance à multiplier les expériences? Alors, bonne question. Alors là-dessus, on a eu des résultats, si vous voulez, un peu contradictoires. Parce qu'on avait posé deux questions. Alors, l'une d'entre elles était formulée de la manière suivante. Voilà. Entre ces deux formes d'évolution professionnelle, laquelle aurait votre préférence? Occuper assez longtemps un emploi dans la même entreprise pour progresser dans la carrière, 62% disent oui, et changer souvent d'entreprise pour connaître des expériences différentes, 38%. Donc là, ça donnait plutôt le sentiment d'un privilège donné à la stabilité. Mais ensuite, quand on interroge les jeunes qui occupent un emploi et qu'on leur demande s'ils envisagent de quitter l'entreprise où ils travaillent actuellement dans les prochaines années, eh bien 60% disent oui.
Donc, vous voyez, il y a un privilège théorique pour la stabilité, mais ensuite, dans l'expérience professionnelle concrète, on a plutôt envie de bouger. Peut-être parce qu'on a des insatisfactions, ou peut-être parce qu'on estime que pour progresser dans la carrière, finalement, il faut bouger. Enfin bon, mais vous voyez, voilà, il y a un privilège théorique pour la stabilité et un privilège pratique plutôt pour la mobilité. Et un autre aspect qui est très frappant, c'est qu'il y a une proportion très importante de jeunes qui aimeraient devenir travailleurs indépendants. Alors, j'essaie de retrouver le chiffre exact, et je crois que c'était, je le retrouve plus là, mais c'était autour de 40%, je pense, qui aspirent à devenir travailleurs indépendants. Il y a une très forte aspiration, voilà, à quitter le monde du salariat qui paraît quand même un monde, même si, vous voyez, il y a une satisfaction au travail, il y a un désir de liberté des jeunes qui fait qu'une proportion importante aimerait être leur propre patron. Merci beaucoup. Autre question du Lab 70. Par rapport à cette étude, est-ce que vous savez qui s'en est emparé, quelles suites ont été données, et notamment en termes de valorisation des métiers du service, qualité de vie au travail, et en termes de qualité de vie au travail, pardon. Est-ce qu'il y a des suites, des institutions, des entreprises peut-être qui se sont emparées de cette étude et ce qu'elles en ont retiré? Écoutez, alors ce qu'en ont retiré les entreprises, j'en sais trop rien. On a fait beaucoup de médias. Mais voilà, plutôt des médias. On a fait des médias. Sinon, on n'a pas finalement été trop sollicité par le milieu professionnel, à mon souvenir. D'accord. Alors, il y a une question de Christophe. Je comprends pas un mot il y a un mot particulier. Bon, je vais vous la donner, sinon je demanderai à Christophe de préciser sa question. Est-ce que vous avez mesuré s'il y a chez les jeunes, une demande de justification d'une instruction, c'est le mot qui me pose ce souci, d'une instruction qui serait différente d'une autre catégorie d'âge ou qui évoluerait dans le temps? Excusez-moi, je ne comprends pas la question. Oui, moi non plus. Donc, Christophe, est-ce que tu peux reformuler? Je vais, et promis, je la relaye, mais c'est le mot, je pense, instruction que je ne comprends pas. C'est peut-être, on n'a pas le contexte, peut-être après coup. Je passe à la question suivante. Pourquoi est-ce que les jeunes ne se dirigent pas vers les métiers techniques, mécanique agricole, charpentier, couvreur, plombier, etc., alors qu'il est possible de débuter avec un bon niveau de rémunération, puisque c'est un des critères de frustration, même le principal. Alors, Et voilà. oui, alors ça c'est intéressant. Alors alors, attendez, il faut que je retrouve le résultat. On a demandé aux jeunes, j'ai pas noté, bon. On a demandé aux jeunes, une question de l'enquête, s'ils accepteraient ou non de travailler dans des types d'entreprises particulières. Alors la liste, c'était une entreprise, alors oui certainement, oui probablement, non probablement pas, non certainement pas. Une entreprise pétrolière, une entreprise informatique, une entreprise automobile, une entreprise du secteur du luxe, une entreprise du secteur aéronautique, l'enseignement primaire ou secondaire, l'hôtellerie-restauration, une entreprise du BTP, une entreprise du secteur de la finance, une grande enseigne de supermarché, une entreprise travaillant dans le secteur nucléaire, le secteur de la santé, le secteur associatif, et enfin une administration d'État ou de la fonction publique. Alors peut-être que je peux demander au public de deviner ce qui vient en tête. Vous pouvez le faire sur la conversation, par exemple, à votre avis, sur les métiers qui ont été listés, lesquels viennent en tête? Alors, je vois qu'il y a déjà des réponses.
Alors, attendez, en attendant que les réponses arrivent, je vais essayer de retrouver le résultat exact. Ah voilà, je l'ai là. Donc, je vais pouvoir vous le donner. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Luxe aéronautique, commission marketing, luxe finance, information luxe. Bah, ils sont pas mauvais, vos résultats, bravo, parce que c'est le luxe qui vient en tête. Effectivement, c'est le luxe qui vient en tête. Alors ensuite, par contre, c'est tout ce qui est social, administration, santé, associatif, vous voyez. Donc le luxe, ensuite tout le paquet social, santé, si vous voulez. Hein. Ensuite, on a quand même l'automobile et l'informatique. Et vraiment, en queue de liste, on a les métiers les plus typiques de l'industrie, BTP, nucléaire, pétrolière. Voyez, voilà. La finance est au milieu. Voyez. Donc, voilà, en dehors de l'automobile, qui est assez bien placé, le reste des secteurs industriels est plutôt délaissé. D'accord. Et le luxe vient en tête. Alors, pourquoi le luxe? C'est difficile. Probablement parce que ça a l'image d'un métier de qualité, d'une qualité française. On connaît tous LVMH, etc. Et puis peut-être aussi parce que les jeunes pensent que ce sont des métiers où on est très bien rémunéré, un secteur en tous les cas où on est très bien rémunéré. D'accord, merci beaucoup. Le reste, administration, santé, associatif, là ça renvoie peut-être à cette préoccupation de qualité de vie au travail, en tous les cas pour l'administration et l'associatif, c'est-à-dire l'idée qu'on va avoir des horaires souples, qu'on va pouvoir facilement, dans ces métiers, concilier vie professionnelle et vie personnelle. Merci beaucoup. Question d'Edith, Edith, je relève ta question. Est-ce que l'étude caractérise ce que sont les situations de travail perçues comme stressantes? Ah, c'est difficile de répondre à cette question. Difficile parce que, si vous voulez, c'est difficile de répondre à cette question parce que, bien évidemment, c'est une enquête, et ça c'est la limite, hein, c'est une enquête sur les attitudes et les représentations des jeunes. Mais on n'est pas allé voir effectivement les emplois qu'ils occupaient. Vous voyez, et ils sont décrits de manière assez sommaire dans le questionnaire. Hein. Donc là, sinon, en dehors du fait que c'est très lié au métier de service, sinon, je ne peux pas malheureusement dire grand-chose sur ce point. D'accord. Question de Mofida. Alors, question remarque. Donc, elle nous dit on peut parler malgré tout d'un changement de valeur au travail de la part des jeunes et des moins jeunes. D'ailleurs, les 3 premières attentes sont la rémunération, on l'a vu, l'emploi sans stress et l'équilibre du temps travail et temps libre. Est-ce que vous avez des données sur les amplitudes horaires qui sont attendues par les jeunes au travail qui, donc selon Mofida, ont nettement baissé dans tous les domaines et secteurs d'activité? Exemple, journée du mercredi non travaillée, journée qui se termine à 17h. Voilà, c'est ce type de critères par rapport à l'amplitude horaire au travail. Et là, désolé, on n'a pas pu entrer dans ce niveau de détail. Vous savez, ces enquêtes qui sont faites en ligne, c'est un questionnaire au maximum de 20-25 minutes. Donc voilà, on est forcé, on voudrait poser beaucoup plus de questions, mais ce n'est pas possible. Bien sûr. Mais c'est bien de le dire du coup. Il y a une autre question, alors je pense que ça va être un peu le même style de réponse parce que c'est sur les jeunes éloignés de l'emploi. Donc là, l'étude est sur des jeunes actifs, si je ne dis pas de bêtises, ou pas forcément. Ouais. Donc là, il n'y a pas d'informations sur. Voilà, donc ils ne font pas partie de l'enquête, si? Oui, si, un peu, parce que. Mais alors là, il faut que je me replonge un peu dans le rapport. Si, parce qu'on s'est effectivement, on a voulu interroger les jeunes qui renonçaient à travailler. Hein, il y en a, des jeunes qui renoncent à travailler. Alors, vous voyez, dans notre échantillon, il y en a, pas beaucoup, hein, 4% qui disent qu'ils ne sont ni en emploi, ni en stage, ni en année de césure, et qui ne recherchent pas d'emploi. Hein, bon. Donc, ils ont renoncé à toute insertion professionnelle. Ce sont surtout des jeunes femmes.
Et ce sont aussi plus souvent des jeunes qui sont déjà parents, vous voyez, qui ont déjà des enfants, ou qui ont à charge des parents ou des grands-parents. Donc des jeunes qui ont des charges familiales, et ce sont des jeunes qui, bon, c'est pas très surprenant, ont un très faible niveau de diplôme. Voilà. Et ce sont des jeunes qui ont des exigences très faibles en matière de qualité de travail. Et ce qu'il faut noter, c'est que ces jeunes qui sont en retrait donc, du marché du travail, donc qui renoncent à travailler, eh bien, ils ont un très fort sentiment de mal-être. Donc, ils ne le font pas de gaieté de cœur, vous voyez, puisqu'on a calculé à travers un certain nombre de questions standards qui permettent de calculer cela, un niveau de détresse psychologique. Eh bien, ces jeunes-là ont un niveau de détresse psychologique particulièrement élevé. Donc voilà, ils sont pas bien dans leur peau. D'accord. Question suivante de Véronique. Qui a demandé cette étude et dans quel objectif? Pour remettre le cadre et le contexte de l'étude. Oui. En réalité, si vous voulez, c'est nous qui l'avons initié, Marc Lazare, Yann Algan et moi-même. Si je refais l'historique, si vous voulez, il faut partir de la qu'on a réalisée en 2021 sur les aspirations sociétales des jeunes. Et là, c'était l'Institut Montaigne qui est venu me chercher, parce que moi, je travaille depuis très longtemps sur les jeunes, pour faire cette étude. Et donc, en 2021, on l'a copilotée avec Marc Lazare. Elle a eu un certain écho. Et donc, avec Marc Lazare, on s'est dit, ce serait intéressant de poursuivre. Je crois que l'idée de l'Institut Montaigne, c'était aussi de se positionner sur cette question de la jeunesse. Et donc, ils ont été partants pour une seconde étude. Et d'ailleurs, là, on est en train d'en préparer peut-être une troisième avant la campagne présidentielle sur les jeunes et la politique. Christophe a pu nous apporter les précisions. Donc là, on regarde les critères de frustration au travail chez les jeunes. Et en fait, je voulais savoir, c'est quoi la différence finalement dans ces critères entre les jeunes et les moins jeunes, hein, si je prends la catégorie au-dessus, je ne sais pas comment les qualifier sociologiquement parlant. Est-ce qu'il y a des choses qui sont vraiment différentes entre ces deux groupes sociologiques, je vais les appeler comme ça? Les jeunes et les moins jeunes, c'est-à-dire les adultes, vous voulez dire? Oui, en tout cas ceux qui travaillent, hein, les actifs, je pense, par rapport à la Mais là, on frustration. n'a interrogé que les jeunes. Oui, mais par rapport à d'autres études que vous avez pu peut-être voir. Alors, il y a une autre étude, qui est parue avant la nôtre, qui a été réalisée pour l'APEC et Terra Nova, je crois, et qui, elle, était précisément portée sur un échantillon de jeunes et d'adultes au travail. Et cette étude-là montrait précisément qu'il y avait très peu d'écart. Alors, ceci dit, c'était des questions, très peu d'écart, si vous voulez, sur les attitudes générales à l'égard du travail. Mais ils n'ont pas posé des questions aussi précises que les nôtres sur les critères d'évaluation de la qualité du travail. Ils n'ont pas posé cette question, si vous voulez, sur les 15 critères là, qui sont présentés dans la vue que vous voyez ici. Donc peut-être que sur ces critères, malgré tout, il y aurait des écarts. Mais ça, je peux pas vous dire. D'accord. Alors, il y a une question qui revient un petit peu. Donc, c'est pour savoir, est-ce que vous avez des références bibliographiques ou d'études sur les jeunes qui sont éloignés de l'emploi? Alors, c'est bizarre comme question parce que… Mais là, il y a une littérature énorme. Hein. D'accord. Il y a une littérature énorme, mais bon, je peux quelques noms peut-être de chercheurs ou chercheuses qui travaillent sur le sujet, si vous les avez en tête. Hein. Il y a des gens à la DARES, comme Thomas Coutreau, par exemple.
il y a toutes les études de la DARES qui sont très intéressantes sur l'évolution des conditions de travail notamment. Voilà. Alors il y a un nom, c'est Stéphane Carcillo, C-A-R-C-I-2-L-O. Il travaille à l'OCDE et je pense que c'est vraiment le meilleur connaisseur, de ce qu'on appelle les NEET, vous savez, les jeunes qui sont ni en emploi, ni en formation, ni en stage. C'est un acronyme anglais, Not in Employment, Education and Training. Donc Stéphane Carcillo. Et on avait écrit avec lui d'ailleurs, Stéphane Carcillo, André Zieberberg et un autre collègue, un livre qui s'appelait La machine à trier. La machine à trier, alors qu'a été édité. Alors il est un peu ancien maintenant, mais le fond reste valable. Il a été édité, alors j'ai plus en tête exactement l'éditeur. Enfin, vous retrouverez facilement La machine à trier. Alors, ça c'est un bon petit livre. La machine à trier de Stéphane Carcillo. Mettez Galland, plutôt Galland, parce que Carcillo, est-ce qu'il était vraiment dedans, Carcillo? Je ne suis pas sûr. Galland, mettez Galland, La machine à trier. Pas de souci, merci beaucoup pour cette référence. Merci beaucoup, Monsieur Galland, pour votre intervention, qui est dans le cadre de ce mois de l'innovation publique, et comme l'a rappelé Edith. On va donc s'arrêter là pour cette audioconférence, on va l'appeler comme ça. En tout cas, on a pu suivre facilement. Il n'y a pas de souci de ne pas avoir pu allumer la caméra. C'était très clair. Merci beaucoup à vous. Merci aux participants et participantes. On vous précise que l'audioconférence sera disponible donc en replay. Et puis, on vous envoie le support qui vous a été présenté ainsi qu'un questionnaire de satisfaction de cette visioconférence. Et Monsieur Galland, on pourra vous transférer les résultats de ce questionnaire si vous le souhaitez. Il n'y a pas de souci. Bien sûr, merci. Merci beaucoup. Envoyez le lien vers l'étude qui est dans la conversation, le lien vers l'étude de l'Institut Montaigne qu'on vient de vous présenter. On pourra le remettre dans le mail pour la satisfaction. Merci beaucoup. À toutes et à tous. Au revoir. Bonne fin de journée. Au revoir.